Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro de votre émission Déballage sur Dabarou TV. Ce matin, nous abordons un sujet majeur de l'actualité politique béninoise, notamment l'audit du fichier électoral au Bénin. Longtemps réclamé par une partie de l'opposition, cet audit a été validé par le chef de l'État Patrice Talon, qui a récemment rencontré le comité de pilotage chargé de mener cette mission. Ce comité, composé de 5 experts de la société civile, a reçu l'assurance que cet audit se déroulera avec professionnalisme et objectivité. Mais au-delà de cet audit, nous évoquerons également les dispositions du code électoral, notamment les articles 146 et 132, dont l'application suscite de nombreux débats. Quel impact ces articles auront-ils sur les prochaines élections au Bénin? L'opposition peut-elle espérer une ouverture avec cet audit du fichier électoral? Voici autant de questions qui seront abordées sur ce plateau avec mon invité, déjà installé sur ce plateau. Lui, c'est l'honorable Abibou Koubou, député du parti politique Les Démocrates à l'Assemblée nationale. Honorable, bonjour. Oui, bonjour Ismaël. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau pour débattre ensemble des sujets de l'actualité. Alors, je le disais à l'entame de mon propos, le fichier électoral, voilà, tel que voulu par le chef de l'État, voulu par l'opposition, je vais dire, et validé par le chef de l'État, évolue sans anicroche après avoir été validé par le champ du nouveau départ. Le président a reçu justement ce comité en audience le lundi 24 février dernier, et au cours de laquelle le chef de l'État a échangé avec ce comité justement sur les dispositions à prendre pour mener à bien cet audit voulu par ce comité. Alors dites-nous, est-ce que selon vous, c'est une avancée dans ce processus-là, étant revendiqué par l'opposition? Merci Ismaël Balogun. Je ne parlerai pas particulièrement d'une avancée parce que l'audit du fichier électoral permet de régler un problème technique. Puisque le rapport de la Sénat à la suite des élections de 2023 a montré qu'il y avait des anomalies dans la liste électorale. Tout à fait. Certains électeurs se sont retrouvés très loin de leur poste de vote, d'autres même au-delà de leur commune, leur village. Il y avait donc un certain nombre d'anomalies. Alors, logiquement, le gouvernement devait être à même de pouvoir corriger ces problèmes techniques. Oui. Alors, le Parti des démocrates a porté cette préoccupation-là et l'a amené vers le chef de l'État pour que cette correction-là soit faite. Je crois que c'est ça qui a abouti donc, à ce comité de pilotage dont vous avez parlé tout à l'heure, et auquel comité le chef de l'État a accepté, donc le gouvernement dans son ensemble a accepté d'accorder les ressources nécessaires. Tout à fait. Pour faire cet audit-là. Nous sommes de 159 millions de francs CFA quand même. Oui. C'est pas quand même. Allez-y Ismaël. Non, bon, je dirais une somme est mise à votre disposition pour le travail. Oui, je crois que c'est cette erreur-là qu'il faut éviter de commettre. Une somme mise à votre disposition. Vous pensez que c'est une erreur? Vous avez demandé les fonds et l'État s'est plié en cas, je vais dire, pour mettre à disposition les fonds. C'est une erreur parce que même si on ne l'avait pas demandé, oui, c'était du devoir, oui, de l'exécutif, d'accord, de rendre le fichier électoral fiable. Oui. Et les ressources débloquées ne sont pas mises à la disposition du Parti des démocrates, d'accord, pour son usage personnel. Ça entre dans le cadre donc de l'activité qui doit être menée, de l'examen professionnel de la liste électorale. C'est pour les experts qui sont amenés à travailler. Ce n'est pas pour le parti politique. Il faut que ça soit clarifié. C'est une demande qui a été faite par le parti, les démocrates, d'accord? Et en corrigeant cette liste électorale, on ne le fait pas pour le parti des démocrates seul. On le fait pour le Bénin. On le fait pour fiabiliser la liste électorale. La liste électorale n'est pas la propriété du Parti des démocrates. Non, pas du tout. C'est la propriété de l'État béninois. On le fait pour l'État béninois. À partir de cet instant, alors, on n'a pas donné de l'argent aux démocrates. Non, on ne leur a rien donné. On veut faire en sorte, d'accord, que la liste qu'on est en train d'élaborer là soit fiable. Et il est important de le rappeler ici. Je l'ai déjà dit une fois. La liste qui va faire objet d'audit, c'est la liste qui a servi à faire les élections de 2023. D'accord? L'objectif, c'est de pouvoir sortir les incohérences qu'il y a sur cette liste.
les problèmes techniques, les irrégularités. Vous pensez qu'il y a des Il y en a, irrégularités? même la Sénat reconnaît qu'il y a des irrégularités. Il y en a. Quand un électeur, d'accord, qui désormais ne se retrouve plus à son poste de vote, ou alors quelqu'un qui doit voter à Parakou se retrouve dans son poste de vote à Tchaourou, il y a irrégularité. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est clair. Donc, une fois que le rapport de la Sénat l'a dit, il y a irrégularité. Tout le monde est unanime là-dessus. D'accord? Donc, ce que je veux dire, c'est que l'examen de cette liste permet de relever tout ce qu'il y a comme irrégularité. D'accord? Et de savoir pourquoi on en est arrivé là. Comment faire pour que désormais, on ne puisse plus connaître ces irrégularités-là dans la prochaine liste qui sera élaborée. En réalité, c'est ça l'objectif. Donc, l'audit ne règle en vérité aucun problème politique. Non. Les problèmes politiques sont encore là, latents. Et d'ailleurs, je pense que le chef de l'État l'a dit, que voilà, et qu'il marque sa disponibilité pour accompagner le comité. Bien sûr, parce que l'examen du fichier, ce n'est pas politique, c'est technique. Il faut que ça soit clair pour tout le monde. C'est pourquoi il dit que ce n'est pas une avancée particulière. Nous, par rapport à cette liste, on a des revendications politiques. Oui, bien sûr. Et ça, il faut l'exprimer. Oui, voilà. Oui. Est-ce que c'est bien porté au... C'est bien et bien porté, et il faut le dire, c'est par rapport à l'élaboration de cette liste. Comme vous le savez, la liste électorale est extraite du registre national, d'accord, de l'état civil. Du registre national, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on mettait en place le COSLEPI, qui est chargé donc d'élaborer cette liste-là. Et ce COSLEPI est constitué de tous les partis politiques, aussi bien de l'opposition que la moindre, à égalité. Tout le monde, tu me suivais, je te suivais, on élabore une liste, d'accord, qui est supposée être consensuelle pour tout le monde. Depuis cet état, ce n'est plus le cas. C'est ça, en fait, l'affaire. Donc, c'est une structure administrative qui est l'ANIP, qui est amenée maintenant désormais à extraire cette liste-là du registre de l'état civil. Donc, c'est là où se pose le problème. C'est ça le problème politique en réalité. Lorsque vous regardez l'article 5 du protocole additionnel de la CEDEAO, dit que l'élaboration de la liste électorale, pour que cela soit fiable et transparent, doit être faite alors en collaboration avec la participation de tous les partis politiques. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Ça, c'est le problème politique qu'il faut régler. Au niveau donc de l'extraction de la liste électorale, il est important que tous les partis politiques y participent. Qu'on mette en place un comité ad hoc où tous les partis politiques sont représentés, d'accord? Et de cette façon-là, on extrait la liste au vu et au su de tout le monde, et sur la base donc des données techniques que nous avons. Voilà, et là, on règle un problème politique. D'accord. Sinon, c'est comme si c'est une seule partie qui sort la liste. Ce n'est pas normal. D'accord. Vous avez mis, je dirais encore, des craintes par rapport à ce travail qui sera fait, notamment du côté politique. Aujourd'hui, les fonds mis à la disposition de ce comité-là, dites-nous, voilà, un comité mis en place, un comité composé de 5 experts de la société civile, dites-nous, pensez-vous voilà, que ces experts qui composent ce comité-là feront un travail de façon impartiale pour quand même nous sortir un fichier électoral comme vous le souhaitez? Moi, j'y crois fermement pour la simple raison que je sais ce que ça veut dire un audit. Un audit, par définition, c'est un examen professionnel pour s'assurer, d'accord, de la fiabilité, de la crédibilité d'une donnée. Oui. Ici, la donnée, c'est la liste électorale. On veut s'assurer de sa fiabilité. Et ce ne sont pas les 5 experts que vous voyez qui sont au niveau du comité de pilotage qui sont les seuls à faire ce travail. Non. Les experts internationaux seront recrutés. Et c'est avec ces experts internationaux et les experts locaux que le travail sera fait. À partir de cet instant, alors, nous avons une liste qui pose tel problème ou tel autre. D'accord, nous voulons savoir pourquoi c'est comme ça. Qu'est-ce qui justifie cela? Comment nous allons faire pour que désormais, les problèmes, les irrégularités que nous avions connues là, qu'on ne puisse pas les connaître? C'est le rôle de ce comité technique-là qui sera amené à ce travail. C'est des professionnels, ils sont là pour ça. Si c'est bon, nous sommes là pour le savoir. Ceux qui sont dans le comité sont des experts. D'accord? Ils sont en mesure, dès qu'ils vont finir, donc ils vont donner le résultat à tout le peuple béninois. On nous dira comment nous allons faire désormais pour que notre liste ne comporte plus des irrégularités. C'est la finalité. Et je crois que ils doivent être capables de le faire parce qu'on les a appelés des experts et nous avons des experts locaux qui sont appelés à suivre ce travail-là. En tout cas, nous suivons de près quand même ce travail qui sera fait par ce comité de pilotage mis en place. Le président Patrice Talon affirme que cet audit est mené avec sérieux et sans arrière-pensée politique. Croyez-vous en sa sincérité ou pensez-vous qu'il y a une stratégie derrière cette décision du chef de l'État? Non, je crois qu'il faut remercier le cadre de concertation de l'opposition
à qui on a confié la mission, d'accord, de réaliser l'audit de ce fichier et qui a réussi à se départir de l'aspect politique. Ouais, lorsque vous observez un peu le comité de pilotage, ce n'est constitué d'aucun acteur politique. Ça commence déjà par là. Oui, lorsque vous voulez faire un examen professionnel, d'accord, ça n'a rien à voir avec la politique. Avec certaines d'ailleurs, ils ont réussi à mettre en place, donc à intégrer les organisations de la société civile qui sont spécialisées dans le domaine. À partir de cet instant, alors ça n'a déjà, au départ, ça n'a rien de politique. On peut penser que c'est ça qui a donné une certaine confiance au chef de l'État pour s'y introduire. Puisque déjà, lors de la rencontre au cours de laquelle cette décision, ou du moins ce sujet a été porté au chef de l'État, j'y étais personnellement. Oui, et je crois que le chef de l'État l'a dit, il a recommandé, il dit, écoutez, puisque vous êtes d'accord, nous tous nous sommes d'accord sur le fait qu'il y a des irrégularités, d'accord, et je souhaite que cette liste-là soit fiable. Alors, je vous ordonne, vous, membres de l'opposition, je crois que vous êtes plus crédibles. Si c'est vous qui allez chercher des experts pour le faire, les gens y croiront. Si c'est moi qui le fais, ils ne vont pas croire. Et je crois que c'est sur cette base-là que le président a choisi que ce soit l'opposition qui réalise l'audit, qui aille chercher les experts qui vont réaliser l'audit du fichier électoral. Donc, il n'y a pas de raison, oui, d'accord, qu'on n'en arrive pas à quelque chose donc, de bien fait. D'accord. Je ne vous arrête pas, mais on a constaté quand même au niveau des partis de la mouvance présidentielle, le chef de l'État est favorable, mais les deux partis qui le soutiennent, je pense, dans toute la démarche, on a senti une réticence, on a senti une manière de ne pas accompagner quand même ce qui est en train d'être fait pour quand même sortir, extraire encore un autre fichier électoral et plus fiable, comme vous le dites. Oui, il n'est pas exclu, d'accord, que ces partis n'aient pas compris en réalité quel est l'objet de l'audit. Oui, et voilà pourquoi ils ont été amenés à émettre un certain nombre de réserves. Voilà. Peu importe, je crois que avec l'issue que ce processus a connue, ils doivent pouvoir comprendre par eux-mêmes que l'examen qui est en train d'être fait n'a rien de politique. N'a rien de politique. Puisque lorsque vous regardez, aucun membre du Parti des démocrates n'est dans le comité, aucun membre de l'opposition n'est dans le... Ce ne sont que les experts qui font leur travail. D'accord? Donc, peu importe. Nous avons fait un travail technique, ça n'a rien à voir avec les politiques. Si les politiques décident de ne pas s'y mêler, c'est une très bonne chose. Qui se contentent, d'accord, de prendre leur position, ça ne nous regarde pas, on s'en fout de ça. C'est une très bonne chose, vous l'avez dit, mais est-ce qu'on peut avoir déjà tout de suite une idée du travail qui sera réellement fait en termes de fiabilité de ce fichier électoral sur le terrain? Alors, il faut dire que, comme je l'ai dit, j'ai dit que c'est un examen professionnel pour savoir, d'accord, la liste qu'on a élaborée, pourquoi les électeurs ne se sont pas retrouvés dans leur bureau de vote habituel. Pourquoi certains électeurs se sont retrouvés à 100 km, à 10 km de chez eux. L'algorithme qui a été mis en place, quel est le problème que ça pose? Il s'est fait même que certains ne se retrouvent même pas sur la liste. Qu'est-ce qui s'est passé? Mieux, il y a des personnes qui sont déjà décédées, qui sont supposées ne plus être sur la liste, mais qui s'y trouvent. Voilà des problèmes. Donc, normalement, si on finit de faire ce travail-là, on doit être en mesure de dire près de 1000 personnes ou 500 personnes qui sont déjà décédées sont sur la liste. Il faut apurer. Il ne faut pas que sur la liste prochaine, quand nous allons utiliser pour 2026, que des gens déjà décédés se retrouvent là. Que celui qui est à Tchaourou va retrouver son nom à Béméreke. C'est une anomalie. Il ne faut pas qu'on en arrive là. C'est le résultat auquel nous allons aboutir ça. Donc, on ne demande pas plus. Et à partir de cet instant, alors, on se sert de ces réponses qu'on a trouvées, d'accord, pour corriger désormais, ou du moins pour refaire la nouvelle liste. C'est tout. C'est l'objectif qui est visé. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, de cette façon, nous allons sortir désormais pour 2026 une liste fiable, crédible, d'accord, et qui pourrait donc être utile pour tous les acteurs politiques. On attend de voir le travail qui sera mené par le comité de pilotage pour sortir, comme on l'avait dit, une liste, un fichier électoral fiable pour les élections de 2026. Honorable, cette émission se poursuit et puis on parle à présent du code électoral. Oui, ce code électoral qui fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis sa modification. Et vous également, vous avez critiqué ce code en son article 146 et 132. Alors dites-nous, voilà,
d'abord, que dit le code 146 et que dit le code 132 pour que l'opposition, même les membres de la société civile également, puissent attaquer, je vais dire, ce code de cette manière? Merci beaucoup. Je ne vais pas dire in extenso les dispositions qui sont contenues dans le code parce que c'est constitué donc de plusieurs alinéas, oui. Mais je vais dire seulement le plus important. Oui. Alors, l'article 146 du code électoral définit le seuil d'éligibilité pour l'attribution des sièges. À l'origine, dans l'ancien code, pour être éligible à l'attribution des sièges pour les élections législatives, il faut réaliser 10% des suffrages valablement exprimés au niveau national. C'est ce que dit le code. D'accord. Alors, l'article 146, nouveau, qui est dans le nouveau code, oui, dit que désormais, pour être éligible à l'attribution des sièges, d'accord, pour les élections législatives, il faut avoir réalisé 20% des suffrages, d'accord, valablement exprimés au niveau de chaque circonscription électorale. D'accord. Selon vous, alors aujourd'hui, quels sont les points qui posent problème dans cet article-là? Alors, premièrement, oui, la première question qu'on se pose, pourquoi, d'accord, on est parti du seuil de 10% qu'on avait dans l'ancien code pour arriver à un seuil de 20%, presque le double. Qu'est-ce qui justifie ça? Du point de vue conceptuel, du point de vue théorique, qu'est-ce qui le sous-tend? Ça, c'est un premier élément, une première préoccupation. Parce qu'on ne peut pas lever la tête en l'air comme ça. Ça, c'est une première préoccupation. Deuxième préoccupation. Et l'article 81 de la Constitution, oui, dit que le seuil doit être défini, un minimum de seuil doit être défini au niveau national. Ce qui a été respecté dans l'ancien code. Le nouveau code définit ce seuil-là. Non seulement c'est un seuil plus élevé que les autres, mais il est défini au niveau des circonscriptions électorales. C'est en contradiction avec ce que dit la Constitution. Il en est de même l'article 153.1 de la Constitution. Dit que le seuil doit être défini au niveau national. Un minimum du seuil doit être défini au niveau national. Donc, c'est une anomalie. Mais là n'est pas encore le plus gros problème. Si les dispositions de l'article 146, d'accord, désormais disent que pour pouvoir lever des sièges, il faut avoir obtenu 20%, d'accord, du suffrage valablement exprimé. Si cette disposition-là est appliquée comme telle pour tous les partis politiques, il n'y a pas de problème. Mais là où le bas blesse, c'est que notre alinéa vient dire que désormais, d'accord, en cas de coalition parlementaire, oui, ne parlez pas d'alliance, il va vous attaquer. Coalition parlementaire, en cas de coalition parlementaire, d'accord, oui, on signale à la CEDA avant les élections. Alors, les partis, deux partis peuvent s'associer pour réaliser 20%. Deux partis ayant au moins 10% au niveau national peuvent s'associer pour réaliser 20% de manière à pouvoir lever des sièges. Je crois que c'est là où se trouve l'arnaque en réalité. Là où se trouve la malhonnêteté intellectuelle. Pourquoi je le dis? Oui. Lorsque vous fixez un seuil de 20% que chacun parti, d'accord, doit pouvoir réaliser pour pouvoir lever des sièges. Si vous êtes amené à demander à deux de faire coalition, il devait être plus fort. Ce ne serait plus pour leur demander 20%. C'est pour leur demander au moins 25% ou 30%. Parce que désormais, ils sont deux. Je ne sais pas si vous voyez. C'est là où le problème se pose. Et nous, les Béninois, nous sommes supposés être intelligents. Comment on va faire une loi qui n'est pas intelligente? Comment on peut faire une loi, d'accord, de cette nature-là, qui ne révèle que de l'idiotie, à la limite? Vous pensez? Oui, ça signifie que quoi? Pourquoi? Non, mais pourquoi je l'ai dit? Oui. Lorsque vous regardez un peu les résultats que nous avons obtenus lors des élections de 2026, combien de partis ont réussi à avoir les 10% au niveau national? 2023. 2023, excusez-moi. Voilà. Seulement 3 partis. D'accord? Tout le monde est unanime là-dessus. Alors, lorsque vous regardez, dans ces 3 partis, il y a 2 partis ici à boire. 2 partis ici à boire. L'UPR et le BR. Et les démocrates. Et les démocrates. Qui ont réussi à... S'il y a possibilité de faire coalition, qui sont les partis qui peuvent faire coalition? C'est l'UPR et le BR. Si jamais cela arrive,
Ça veut dire que lorsque le Parti des démocrates sera en train de batailler pour trouver 20%, mon cher ami, c'est là l'ANAC sera mise en œuvre. L'UPR et le BS sera maintenant chercher seulement 10%. Est-ce que vous pensez que c'est de l'ANAC, honorable? C'est de l'ANAC. Parce que la loi doit être équitable pour tout le monde. C'est le problème qui se pose en fait. Oui, ce n'est pas juste. Pendant que certains sont en train de chercher 20%, d'autres se contentent de chercher seulement 10% pour lever les sièges. Ça pose un problème. Il y a une inégalité. C'est de l'injustice. Et je crois que nos dirigeants sont assez intelligents pour comprendre ça. Oui, au-delà de tout, sinon c'est comme si c'est de la ruse. C'est ce que nous avons toujours connu. Il faut sortir de là. Oui, il faut sortir de là. Ce n'est pas intelligent. Et ça ne veut pas dire qu'on est malin ou on est bon. Non, on n'est pas bon. Nous sommes en train de faire, d'accord, la promotion de la médiocrité. Ça, non seulement c'est la médiocrité, on est en train de faire un nivellement par le bas. Et c'est mauvais. Au-delà de tout, je vous dis, qu'est-ce que cela peut signifier encore, mes chers amis? Ça signifie simplement que si un parti arrive à réaliser 20% dans 23 circonscriptions électorales, et dans la 24e circonscription électorale, ce parti réalise 19,99%. Ce parti n'arrivera pas à lever des sièges au niveau national. On va éliminer ce parti. Un parti qui a réalisé simplement 10% au niveau des circonscriptions électorales, d'accord, peut s'associer à un autre qui a réalisé 10%, ils vont lever tous les sièges. Et le parti réellement qui a gagné les élections, alors va se retrouver sans rien. Non. Et le danger... Là, vous parlez déjà du parti qui aura gagné les élections. Mais là, on ne sait pas qui va gagner les élections. Mais vous ne comprenez pas ce que je dis. Ismaël, non, ne faites pas l'idiot. Ce n'est pas bon. Alors, c'est très clair. Je suis dans un cas d'hypothèse. Oui. Dans un cas d'hypothèse. Oui. D'accord? Ça veut dire que quoi? Un parti qui aura réalisé 20%. D'accord? Et qui manque 20% dans 23 des circonscriptions électorales. Et dans la dernière circonscription électorale, réalise 19,99%. Peut être amené à ne pas lever des sièges. Et les deux partis qui ont réalisé seulement 10%, vont rafler tous les sièges. Et ce qui est mauvais encore dans ça, c'est qu'on peut se retrouver dans une situation d'assemblée monocolore. Et ça, c'est le plus grand danger. Et mieux, ce qui est gênant, c'est que, comme je le disais, nous sommes étiquetés comme des gens intelligents au Bénin. Comment on peut être intelligent et faire des tests qui ne nous ressemblent pas? Des tests qui relèvent carrément de l'idée aussi. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas acceptable. Parce que c'est nous tous qui allons être jugés. C'est comme si nous réfléchissons comme ceux qui ont adopté ce code. Voilà pourquoi nous, au moins, on a l'obligation, d'accord, le devoir de les dénoncer. De les dire clairement. Pas parce qu'aujourd'hui, nous avons peur de pouvoir réaliser, d'accord, ce que le code a prévu. Ça... Les LD n'ont pas peur. Non, pas du tout. Vous laissez les tests là à l'État, d'accord? Nous allons gagner cette élection-là seuls. Oui, mais ce qui pourrait nous gêner, c'est qu'on peut se retrouver dans une situation où, d'accord, ce sont les démocrates qui gagnent haut la main les élections législatives et que nos vis-à-vis n'arrivent pas à réaliser même le pourcentage qu'il faut et que ce soit les démocrates qui se retrouvent seuls. Ça ne nous arrange pas. D'accord. Nous, ce n'est pas bon pour nous. Et c'est pour ça que nous sommes en train de dire il vaut mieux qu'on s'asseye pour corriger ce code-là. Oui, pour qu'on n'ait pas à nous rendre ridicules vis-à-vis des autres. Ça, c'est l'article 146. Oui. Honorable, que reprochez-vous à l'article 132 de ce code-là? Alors, l'article 132 parle du parrainage. Et je crois que c'est la même ruse. Alors, le taux de parrainage qui était fixé dans le code précédent était de 10%. D'accord? Aujourd'hui, ce code est ramené à 15%. Le taux est ramené à 15% du seuil pour pouvoir donc... avoir le parrainage, n'est-ce pas? Pour avoir le parrainage. Il faut 15% d'accord des élus, notamment les maires et les députés. Pourquoi de 10% on est allé à 15%? Ça, c'est la première préoccupation. Oui. Alors, en allant à 15% aujourd'hui, lorsque nous faisons les calculs, on se retrouve exactement pour les 15% à 28%. C'est ce que vous voulez dire. Le parti politique, les démocrates, n'a pas son fait, parce que là, vous avez dit les 28 députés, et je pense que vous pouvez parrainer le candidat pour les prochaines élections présidentielles. L'anomalie, c'est que la loi ne doit pas être taillée sur la mesure d'un acteur. Et si l'acteur-là n'existe plus.
les fois à venir, qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes amené à remplacer encore cette loi. Et c'est pour les élections prochaines. Les partis qui sont en place n'ont pas réussi à avoir 15%. Qu'est-ce qui va se passer? Ça pose un problème. Vous ne pouvez pas tailler une loi objective et impartiale. Vous ne pouvez pas regarder la taille d'une personne pour faire une loi. C'est une erreur, c'est une bêtise. Et les hommes de droit sont supposés le savoir. C'est ça le problème. Ce n'est pas normal. Et mieux, on dit que ces élus-là doivent provenir des 3/5 des circonscriptions électorales. Ça justifie quoi? En voulant que ces élus proviennent des 3/5, ça répond à quel problème théorique ou à quel problème conceptuel? C'est juste de la malhonnêteté. Oui, intellectuelle. Et c'est mauvais. Il s'agit d'une loi. La loi n'a pas vocation, d'accord, à être taillée sur la mesure d'un acteur. C'est ce que nous déplorons. Ça crée l'exclusion. Parce que déjà, nous sommes déjà, depuis 2019, nous sommes déjà dans un contexte d'exclusion. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que donc tout parti aujourd'hui, d'accord, qui n'est pas en mesure d'avoir 28 élus en termes de députés ou en termes de maires, n'a aucune chance d'aller aux élections. C'est déjà une exclusion. Une partie importante est déjà exclue. Et si vous prenez aujourd'hui, 3 partis sont en mesure, d'accord, de fournir des candidatures. Pourquoi? Ça, c'est l'UP, le BR et les démocrates. Pourquoi c'est cela? Donc le multipartisme intégral n'existe plus. Donc c'est la loi qui définit, qui exclut carrément. Non, on est dans un multipartisme, on doit donner la possibilité, d'accord, à chaque acteur de pouvoir. Mais tel que c'est défini, c'est carrément une culotte qu'on a cousue à des acteurs politiques. C'est mauvais. Ce n'est pas bon. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui? Il faut sortir de là. Il suffit simplement de mettre la barre de 10% tel que c'était prévu. C'est largement suffisant. Qu'est-ce qu'on recherche en mettant les 15%? Oui, on veut s'attaquer à qui? Non, est-ce que là, on parlera quand même, c'est pour limiter la pluralité de candidatures que nous avons observé par le passé ou à l'approche de ces élections? Lors des élections de 2021, parlez-moi de la pluralité des candidatures qu'il y avait. Non, mais là... Il y avait quelle pluralité de candidatures? On était à 10%. On avait eu 30 candidatures. On avait eu 20. Non, on avait eu 10. Mais là, c'est la réforme du CEP qui a quel moment vous dites? Je dis que là, nous sommes en train d'expérimenter la réforme du système partisan qui aujourd'hui préconise... Une réforme est supposée apporter, d'accord, une certaine amélioration. Et tel que nous le disons, tel que c'est conçu, là, cette réforme-là, c'est une anomalie. C'est une erreur, c'est rien que des bêtises à la limite, si on peut s'exprimer ainsi. Vous pensez que c'est des bêtises? Oui, bien sûr. Le mot également est trop fort. Oui, ça ressemble à ça. Non, parce que quand on est des cadres, quand on est des cadres, je suis d'accord. Quand on élabore des tests qui sont de nature à violer d'abord la Constitution. Parce que si la loi dit de définir, d'accord, le minimum de suffrage au niveau national, vous ne pouvez pas le faire par circonscription électorale. Ça pose un problème. Et c'est la Constitution qui le dit. Et nous avons des constitutionnalistes devant nous qui acceptent ça. Au motif donc que c'est la réforme du système partisan. La réforme du système partisan, c'est une loi. Ça répond à quoi? C'est au-delà de la Constitution? Non, pas du tout. Pas du tout. Tout intellectuel ne peut pas, aucun intellectuel ne peut accepter cela. C'est une insulte à l'intelligence des Béninois. Nous ne pouvons pas être là et nous allons faire des lois idiotes. En fait, c'est ça le problème. D'accord. C'est pour ça qu'on n'est pas d'accord. Mais pas parce que si on nous oblige, nous allons faire l'effort de nous conformer à ça. Et, oui. Vous aurez un candidat en 2026. Bien sûr. Vous aurez des candidats nul ne peut nous l'empêcher. D'accord. Oui. Alors, est-ce qu'avec ces règles mises en place aujourd'hui, certains estiment que l'opposition pourrait avoir du mal, je venais de le dire tout à l'heure, à présenter des candidats compétitifs. Quelle est votre position sur cette question-là? Alors, avoir du mal à proposer des candidats compétitifs, oui. Ça n'a aucun sens. Pour la simple raison que, avec ces dispositions de la loi, l'opposition ne peut présenter qu'un seul candidat. D'accord? Même si c'était 10%, l'opposition ne peut présenter qu'un seul candidat. Alors pourquoi le seul candidat qu'on doit présenter ne peut pas être compétitif? En quoi? Quel est l'élément qui permet de dire qu'il n'est pas compétitif? Il n'y en a pas. Ça n'a pas de sens. C'est pourquoi il dit que ça n'a pas de sens. Ces réformes-là n'empêchent pas de payer. Non, pas du tout. Là n'est pas le problème. Non, on parle des candidats aux élections législatives. C'est de ça également qu'il est question. Oui. On parle des présidentielles, on parle des élections législatives. Oui. Même là, oui. Au niveau des législatives. Parce que là, il faut désigner des candidats par circonscription électorale. Mais ça, même dans l'ancien code, c'était comme ça. C'est la même chose. Ça ne change, en réalité, ça ne change rien. C'est après le vote, après l'élection, c'est sur la base, c'est au niveau de l'éligibilité. Oui. Oui. C'est à ce niveau-là que le problème se pose. Vous avez déjà fini de voter. D'accord? Qui sont les partis qui sont éligibles à la répartition des sièges. C'est là que le problème se pose. Le problème de qualité ne va pas se poser avec ça. Non, pas du tout alors.
Pas du tout. Non, pas du tout. La seule chose aujourd'hui, d'accord, c'est de faire en sorte que qu'on ne se mette pas nous-mêmes, qu'on ne se tende pas des pièges nous-mêmes. En fait, c'est cela. Qu'on n'élabore pas une loi, d'accord, pour qu'à la fin, Oui. parce que je le disais tantôt, si à la fin aucun parti ne réalisait les 20%, qu'est-ce qu'on fait? La loi est muette là-dessus. Comme l'a dit l'autre, oui. on pourra encore repartir pour... Voilà, c'est une... Voilà, c'est là que je parle de bêtises. Si on a la possibilité de corriger ça aujourd'hui, pourquoi nous créons un problème nous-mêmes? Donc c'est la proposition que vous faites? Oui, il faut corriger ça dès maintenant. Ou alors, si vous refusez de corriger, oui, dites, si on se retrouve dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'on fait? D'accord. Pour que ce ne soit pas en ce moment, pendant que nous allons retrouver, que nous allons commencer à chercher ce qu'il faut faire. On espère quand même on espère que votre voix soit entendue, honorable, pour la prise en compte de cette préoccupation en attendant 2026. Et comme on l'avait dit d'ailleurs, 2026 se joue maintenant. Ce n'est pas en 2026 que ça va se jouer. Tout se joue en 2025 et en 2026, ce sont juste les résultats que nous aurons en 2026. Ça, je l'avais dit. Alors, on tend vers la fin de cette émission, honorable. Selon vous, y a-t-il de risque que ces articles du code électoral, notamment l'article 146 et le 132, soient utilisés pour écarter certaines candidatures en 2026? Utiliser ces articles pour écarter de potentiels candidats, pas forcément issus des formations politiques, je dirais des candidats indépendantes, si on pourrait le dire ainsi. Je crois que 2006. De plus en plus, le Bénin est en train d'évoluer et que nos dirigeants ne seront plus dans cette disposition-là d'exclure. Oui, pour la simple raison qu'aujourd'hui, aucun signe ne permet à nos dirigeants de s'aventurer sur ce terrain parce que c'est trop périlleux. Parce que tout le peuple béninois a dénoncé les insuffisances liées à ce code-là. D'accord? Donc, il serait impossible aujourd'hui d'utiliser ces insuffisances-là pour écarter qui que ce soit. Ce serait de la malhonnêteté pure et simple. Et ces dirigeants verront les acteurs politiques, le peuple béninois, sur leur chemin. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il leur serait difficile au jour où nous sommes, d'accord, d'utiliser ces dispositions-là pour créer des ennuis à qui que ce soit. Ils n'ont pas intérêt d'ailleurs. Ça, c'est très important. Parce que toutes les luttes que nous sommes en train de mener aujourd'hui, c'est pour que les élections soient justes, transparentes et équitables. En 2026. En 2026, c'est très important. D'accord. Personne n'acceptera d'accord qu'on vole les élections de qui que ce soit. Ça ne se passera plus. C'est terminé. Pour finir, oui. 2026, parlant de choix du candidat, on l'a entendu tout récemment au niveau des LD. Les stipulations vont déjà bon train pour le choix du duo présidentiel en 2026. Dites-nous déjà ce qui se fait déjà au niveau de la formation politique. Nous sommes à moins d'un an, à peine à un an des élections. Il était tout à fait normal, d'accord, que les prémices pour pouvoir aller à ces élections puissent déjà commencer. Et donc, ça mijote déjà? Bien sûr, c'est la logique. Il y a déjà donc des velléités de candidature au niveau interne, des rivalités internes, ce qui est logique, donc pour positionner X ou Y. Voilà. Et une fois qu'on a passé cette étape, alors, je crois que les dispositions seront prises parce que nos tests définissent, d'accord, les conditions pour le choix des candidatures. C'est clairement défini dans nos tests, d'accord. Il y a une commission de candidature qui est mise en place et qui statue sur les différentes candidatures pour sortir le candidat unique. D'accord. La dernière question honorable, c'est concernant cette intimidation dont vous êtes victime sur le terrain et en termes d'organisation d'activités politiques. On l'a constaté dans plusieurs circonscriptions électorales, vous avez été victime de ne pas organiser, de ne pas tenir des rencontres avec vos militants. Alors, que pensez-vous de cette situation dont vous êtes victime quand on sait que les deux partis siamois du chef de l'État ont cette latitude, cette largesse sur le terrain de rencontrer les militants, et je pense que ce sera là votre mot de la fin. Oui, merci beaucoup. À ce niveau, loin d'accorder donc le bénéfice de doute aux acteurs de la mouvance, notamment les maires qui sont dans les communes, qui sont chargés donc de prendre les dispositions pour que les manifestations puissent avoir normalement lieu et qui en arrivent donc à faire des interdictions. Oui. Et je crois que le cas le plus flagrant, c'est celui de l'honorable Bachadé, qui a dû donc informer le maire pour les dispositions à prendre pour la reddition
des comptes. Et je crois que le maire, dans sa maladresse, si je puis m'exprimer ainsi, a interdit purement et simplement, d'accord, et malheureusement sans motif. Je crois qu'en tant que parti responsable, nous avons initié une rencontre avec le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Décentralisation et le directeur général de la police nationale et tous les acteurs pour discuter, pour savoir quels sont les tenants et les aboutissants de ce genre de comportement. Parce que nous sommes dans une république, d'accord, cette république est régie par les textes, par les lois. Comment on peut en arriver là? Selon les explications qui nous ont été données, c'est que actuellement nous sommes dans une situation d'insécurité dans le pays avec le terrorisme qui frappe dans certaines régions. Et donc les dispositions sécuritaires voudraient qu'on ne fasse plus de manifestations, d'accord, dans l'espace public ouvert. D'accord? Il faut les faire dans des endroits clos où on peut assurer la sécurité, voilà, de ceux qui participent à la manifestation. Ça, par exemple, c'est juste, c'est une bonne chose. Mais nous estimons que ce n'est pas suffisant, d'accord, pour qu'on interdise les manifestations par-ci, par-là. Non. Il est important que les maires soient sensibilisés, d'accord. Nous tous, nous sommes amenés à participer à la réalisation de la sécurité. La sécurité, ce n'est pas que les forces de défense et de sécurité. C'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous, d'accord. Donc, qu'on se comprenne et que lorsqu'on choisit un lieu, si le lieu n'est pas indiqué, que les partis soient informés à temps pour qu'ils prennent les dispositions pour rester dans un lieu où la sécurité serait assurée. C'est tout. Je crois que normalement, ce n'est pas quelque chose qui devait faire l'objet de polémique. Maintenant, si de façon délibérée, il existe des zélés qui font des abus, ils feront l'objet de poursuites devant la justice. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit pour que force reste à la loi. Votre mot de la fin. Alors, je vous remercie pour l'occasion que vous me donnez à chaque instant de me prononcer sur des questions politiques, des questions d'actualité, voilà, qui concernent donc notre pays, c'est à votre actif. Et je voudrais rassurer le peuple béninois pour dire qu'il n'y aura plus de peur que de mal. Les élections vont bien se dérouler et personne ne sera exclu. Oui, il faut avoir de l'espoir. 2026, oui, il y aura alternance. Et ce serait le Parti des démocrates, je vous rassure. Je vous remercie. 2026, il y aura alternance. Et comme l'a dit l'honorable, c'est le parti LD qui fera cette alternance en 2026. On attend de voir ce qui va se passer en 2026. Et c'est sur ces mots que nous refermons cette émission, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Vous l'avez compris, dans l'ensemble, on a abordé cette question liée au fichier électoral, notamment voulu par l'opposition et également voulu par le chef de l'État qui a justement reçu le comité de pilotage chargé de conduire cet audit du fichier électoral. On a également parlé du code électoral en ses articles 146 et 132 qui fait grincer les dents au niveau des formations politiques, notamment l'opposition et de la société civile. Et avec l'honorable, on a passé en revue ces articles-là et comprendre le fond de ces articles et savoir de quoi il en est concrètement. Merci de nous avoir suivis. Merci également aux équipes qui ont contribué à la préparation et à la livraison de cette émission. Honorable, merci d'être passé. Et ce sera un plaisir de vous retrouver très prochainement pour également d'autres numéros de cette émission. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Portez-vous bien, mesdames et messieurs. Et à très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Déballage.